maintenant, je vais passer la parole à Pascal, qui représente le personnel de l'hôpital. Ensuite, il y aura d'autres témoignages. Si les élèves infirmiers devaient témoigner sur leur avenir, je ne sais pas s'ils sont là, ils avaient prévu d'être là. Mais il y aura d'autres témoignages qui sont programmés, mais s'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir, le micro est à leur disposition. Ah oui, j'ai oublié Guingamp. Bon, ce ne sera pas aussi long, rassurez-vous. Je vais essayer d'être cohérent, mais la semaine a été éprouvante, hein, je ne vous le cache pas, ça a été un petit peu secoué cette semaine. Bon, d'abord, il y a pas mal d'incertitudes là, qui tournent autour de la manifestation, la mobilisation organisée le samedi 11 à Guingamp. Je vais juste placer quelques certitudes. La première certitude, c'est que les gens sont mobilisés, la population est prête. Les soignants, j'ai eu le contact avec la maternité hier, elles n'attendent que ça, donc je vois vraiment pas comment on pourrait stopper une mobilisation qui ne demande qu'à s'exprimer. Donc il est très clair que samedi 11 à Guingamp, il y a une mobilisation pour l'hôpital. Les modalités, on les définira après. Deuxième des certitudes, ça va être c'est que nous, le comité de défense à Guingamp, on travaille en coordination avec les syndicats, intersyndicales et tout ça, et donc nous avons pris nos responsabilités justement. Dès mercredi soir, nous avons fait ce qu'il fallait. En moins d'une heure, c'était fait. On avait trouvé, alors que on partait vaincu d'avance. On disait c'est pas possible, on va pas pouvoir y arriver. Si, on a réussi à distinguer les deux mots d'ordre. L'intersyndicale pouvait appeler à la manifestation pour les retraites, et c'était suivi par une mobilisation sur le maintien de l'hôpital de plein exercice à Guingamp. Les deux ne se chevauchaient pas, donc effectivement, on sait que c'est pas les mêmes personnes forcément qui vont manifester. Les gens qui viennent pour les retraites, il y a des chances qu'ils restent pour l'hôpital. L'inverse aurait peut-être pas été vrai, mais voilà, les choses étaient actées. On a fait le travail, on a été responsable. Bon, apparemment, c'est un peu plus compliqué pour certains élus qui ont pris peur. Pas grave. On les retrouvera quand ils auront un petit peu moins peur, on les retrouvera ensemble, on les chahutera pas, promis. Donc ça, c'est... Et puis la troisième certitude, c'est qu'il y a une urgence. Il y a une urgence. Donc ce contact qu'on a, nous, avec les équipes de la maternité, nous montre que dans vraiment pas longtemps, le couperet peut tomber, parce que les plannings ne sont pas faits, quoi. Et là, ça rejoint ce qu'on a dit depuis le début. L'ARS, dans tous les cas, elle joue la montre, la stratégie du pourrissement, et un jour ou l'autre, ça tombe. Et avec toujours un double discours. Les élus qui ont pu entendre les représentants du GHT récemment, ils ont entendu que avril-mai, il n'y a pas de problème. Dans les services, c'est pas tout à fait ce qu'on entend. Donc ce double discours, ce chaud et froid, si on ajoute à ça la perspective de la loi Rist qui va quand même un peu pimenter tout ça, hein, vu qu'il est quand même question de plafonner les rémunérations des intérimaires, ce qui est quand même un gros dossier. De quelle façon ça va être amené, comment ça va, voilà, ce bras de fer qui s'engagerait là, qui va le mener, qui va vraiment aller jusqu'au bout et qui va gagner, et entre-temps qui va tomber, parce qu'on a quand même 150 hôpitaux en France qui sont en danger là. C'est vraiment très très large. Le coût de l'intérim, ça va toucher tout le monde. Donc je crois que dans le rapport au CETI, on était à 3 millions sur Guingamp, et si j'ai bien lu, vous me corrigez, mais je crois que c'est 5 millions sur Lannion. Donc ça veut dire qu'il y a le feu, mais pas que chez nous, partout. Donc je vous invite à nous rejoindre aussi le samedi 11 à Guingamp, parce que on est en train de travailler. En fait, de facto, on a créé un comité de défense du GHT, hein, j'ai l'impression. Donc à force de travailler ensemble. Et donc il y a vraiment le feu partout, et c'est le moment de se réveiller, parce que dans quelques semaines, ce sera trop tard. Il y a vraiment une urgence. Donc je rejoins tout à fait ce que disait Anne-Marie tout à l'heure. Il faut qu'on rencontre très très vite la direction de l'ARS, avec tous les soutiens qu'on peut avoir. Donc encore une fois, notre porte est ouverte, les élus sont les bienvenus. Et le samedi 11, il y aura effectivement une mobilisation pour l'hôpital public de plein exercice à Guingamp. Nous sommes liés, je le rappelle, dans le rapport au CETI, il le dit bien, c'est écrit, la perspective à 5 ans, c'est celle d'un hôpital pivot à Saint-Brieuc, et comment il appelle ça, des hôpitaux d'intérêt territorial à Guingamp et Lannion. Vous êtes dans le même sac, hein. Guingamp et Lannion, pareil, hein. Donc ça veut dire que si on tombe demain, Lannion tombe après-demain. Et on risque de tomber en même temps, de toute façon, parce que cette histoire de privé-public, ça sent pas très bon, tout le monde l'aura compris. D'ailleurs, il va y avoir quelques éclairages, je pense, intéressants là-dessus. Merci. Alors,
Alors, bonjour à toutes et tous. Alors moi je vais juste te donner une information que tu n'as pas en fait. Donc je suis représentant de l'Union locale solidaire Lannion Guingamp. Donc les collègues de l'Union locale, ils étaient donc en réunion en ce début d'après-midi donc à Guingamp. Et donc ce qui est ressorti de cette intersyndicale à Guingamp, c'est qu'on couple les deux manifestations à Lannion. Les deux manifestations sont couplées et donc les soignants seront en tête de manifestation. Voilà, à Guingamp, oui. Voilà, donc j'en dis pas plus. Voilà, c'était le complément que je voulais donner, qui vient juste de tomber là à l'instant. Voilà. Bonjour à tous. Les années se succèdent et les problèmes de l'hôpital public perdurent, voire s'accentuent. Notre système de santé et de protection sociale se doit de protéger, accompagner et prendre en charge la population de la naissance à la mort. Mais dans quelles conditions aujourd'hui ? Des témoignages affligeants s'accumulent de professionnels et d'usagers qui relatent leur vécu au quotidien, les délais d'attente pour accéder aux soins pour ceux qui n'y ont pas renoncé, l'écart qui se creuse entre les valeurs professionnelles des agents et ce qu'il leur est encore possible de faire. Notre établissement n'échappe pas à ce contexte. Il affiche fin 2022 un manque de moyens financiers record. 13 millions pour le secteur sanitaire et 2 millions pour les EHPAD. Du matériel courant manque. L'attractivité pour les métiers du soin n'est plus au rendez-vous. Le Ségur de la santé n'a pas répondu aux revendications salariales ni amélioré les conditions de travail du personnel. Le personnel tant médical que paramédical manque. Les heures supplémentaires sont désormais quotidiennes. Des investissements immobiliers sont nécessaires, mais doivent-ils être conditionnés au rapprochement avec la clinique ? La CGT revendique la création d'un grand service public de la santé et de l'action sociale où les activités lucratives n'ont pas leur place. Santé et action sociale ne sont pas des marchandises. Notre organisation est particulièrement inquiète de l'écart entre les problèmes rencontrés par les agents de la fonction publique hospitalière au quotidien et les mesures avancées par le gouvernement, notamment la fermeture de services d'urgence. Nous ne pouvons nous contenter de paroles d'encouragement des tutelles ou nous entendre dire que nous ne sommes pas les plus malheureux. Nous attendons des actes urgents. La CGT réaffirme la nécessité vitale de financements supplémentaires urgents pour répondre aux besoins de la population et améliorer les conditions de travail des personnels. Merci. J'interviens juste pour une information après alors. Excusez-moi, je vais le mettre. Alors maintenant, on va écouter certains témoignages. Donc, Jean-Jo, si tu veux venir lire. Tiens, je vais faire en grand si tu veux. D'accord. Tiens. Donc, j'ai un témoignage déjà d'une personne, un témoignage qui avait été adressé au collectif. Alors, ce n'est peut-être pas parfait, mais tout est à l'imparfait maintenant. Avant, j'avais foi en cette passion qui était devenue mon métier. Avant, je croyais qu'aimer l'humain suffisait à faire les choses comme il faut. Avant, j'espérais que dans un pays comme le nôtre, nous ne pourrions que faire mieux encore et encore. Avant, quand je disais à une patiente « je reviens », je revenais vraiment. Avant, je pouvais les regarder droit dans les yeux, en leur assurant que le meilleur serait fait. Avant, je partais bosser avec tellement de plaisir. Avant, je me souvenais de chaque nom de chaque patient ou patiente. Aujourd'hui, en plus de me sentir complice d'un système de santé qui meurt, je suis épuisé et je m'évertue à éviter le pire à défaut de pouvoir faire le mieux. Aujourd'hui, je passe mon temps à m'excuser de ne jamais avoir pu revenir. Aujourd'hui,
j'ai appris à prier très fort pour qu'on ne me pense pas maltraitante. Simplement parce que je n'ai plus le temps. Aujourd'hui, je refuse de devenir une soignante qu'on m'impose d'être faute de moyens. Aujourd'hui, je n'y crois plus, tout simplement. Alors maintenant, on va passer la parole à Marie. Elle est passée où? Elle est où? Qui va nous apporter son témoignage sur son expérience du projet de rapprochement clinique-hôpital il y a une dizaine d'années. Bonjour. Ben, il se trouve qu'il y a 10 ans, ça va? Vous entendez là? Il faut le mettre vraiment touché. Il faut le mettre où? Comme ça? Sur le menton. Sur le menton? Voilà, comme là, ça. C'est bon. Ouais. Voilà. Donc, il y a 10 ans, j'étais cadre du pôle chirurgie à l'hôpital de Lannion. Et donc, ça allait pas bien. C'est pas nouveau, hein. Et la clinique aussi n'allait pas bien. Et donc, l'ARS nous a proposé de réfléchir à un rapprochement clinique-hôpital. C'était la seule solution. Donc, il y a eu un cabinet de consultants qui est venu. Je ne sais pas combien ils ont été payés, hein, mais sûrement très, très bien. On a travaillé 6 mois, on a eu des réunions, voilà. Et la conclusion, c'était que c'était une fausse bonne idée, qu'il fallait surtout pas faire ça, que tout le monde était perdant. Et puis surtout, dans ces fusions, parce qu'il y en a eu d'autres, hein, il y a eu Guingamp, on a vu ce que ça a donné, hein. Il y a toujours un perdant. Guingamp, c'est la clinique qui a perdu, l'hôpital qui a gagné. Mais l'hôpital a fini par perdre quand même. Après, il y a eu Dinan. Dinan, il s'est fait allumer par la Cour des comptes, parce que c'est tout l'argent public qui a été mis pour refaire un pôle de santé. Donc, ça veut dire bloc tout neuf, un pognon de dingue, quoi. Hein. Voilà, pour faire tout ça. Et la clinique, elle vient travailler là. Alors, on a parlé de permanence des soins tout à l'heure, mais la clinique n'a aucune obligation de permanence des soins. Mais elle vient travailler là, elle paye un loyer. Et la Cour des comptes a allumé cette situation-là, parce que Guingamp occupait 80%, la clinique, Dinan, la clinique occupait 80% des locaux et remboursait 26%. Donc c'est toujours l'argent public qui va dans ce genre de choses. C'est plus une idéologie qu'une idée de besoin de santé des personnes. Et finalement, personne n'y gagne, quoi. Et surtout pas les usagers. Voilà ce que je voulais dire. Témoignage d'anciens cadres, d'ex-cadres de santé, très contente d'être en retraite. Alors maintenant, je voudrais vous apporter le témoignage de quelqu'un qui ne pouvait pas être présente aujourd'hui, pour vous montrer l'introduction du privé dans le public. Alors pour ceux qui sont rentrés dans l'hôpital récemment ou depuis 1 an, ils ont dû voir un nouveau guichet avec des petites dames en rose dans le hall qui vous proposent soi-disant les services d'une conciergerie. Alors conciergerie, c'est un joli mot pour dire qu'on vous aide, on vous apporte un plus lors de votre hospitalisation. Alors cette conciergerie, elle peut vous apporter, en plus de la brosse à dents que vous avez oubliée, du doudou pour le nouveau-né, elle peut vous apporter, vous produire des repas. Parce que c'est vrai qu'à l'hôpital, on mange très très mal. Vraiment très très mal. Et là, c'est de l'ironie, hein, parce que j'y suis passée il y a 3 mois, je n'ai pas trouvé ça mauvais. Le problème, c'est que ça, c'est, on va dire, la tête de gondole. Mais c'est une tête de gondole quand même qui est à risque.
Et le fondement de cette société, c'est la gestion des chambres particulières. Alors pourquoi je dis que c'est à risque pour les patients? C'est que d'abord, quand on est à l'hôpital, en général, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Et puis si on est dans un service de médecine où on a un régime obligatoire, eh bien cette conciergerie peut vous fournir des repas qui ne sont pas, que vous avez commandés, mais qui ne sont pas appropriés et adaptés à votre état de santé. Et cette conciergerie, elle est obligée, pour vous les livrer dans votre chambre, de demander l'autorisation au personnel soignant. Donc on peut imaginer déjà dans le flux tendu dans lequel ils sont, leur donner une charge supplémentaire de contrôle. Et un médecin est intervenu pour dire que ça leur posait réellement des problèmes médicaux, mais des problèmes médicaux purs. Donc ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est cette gestion des chambres particulières. Et là, je voudrais vous lire le courrier qu'une dame nous a transmis et qu'elle a envoyé au directeur de l'hôpital, suite à une hospitalisation qu'elle a dû subir récemment. Donc, c'est adressé au directeur et elle dit « Je voudrais attirer votre attention sur les nombreuses sollicitations que j'ai reçues par SMS de CH Lannion. » Donc, c'était le message était marqué CH Lannion. Avant une intervention en chirurgie ambulatoire le mardi 10 janvier 23. Il m'a d'abord été proposé de demander une chambre seule, en remplissant un formulaire dont le lien est donné. Considérant que pour une intervention en ambulatoire, il n'est pas essentiel d'avoir une chambre seule, je n'ai pas cliqué sur le lien proposé. Cela m'a quand même été de nouveau proposé le 5 janvier. Le 19 décembre, toujours CH Lannion me propose de faire ma préadmission en ligne pour mon séjour. En quoi consiste cette préadmission ? Pourquoi la faire? Que craindre si on ne la fait pas? N'est-ce pas au service des admissions de réaliser cela? Aujourd'hui, c'est ce que je pense, car une fois encore, je n'ai pas répondu à cette sollicitation. Et quand je suis arrivée au service admission le mardi 10 janvier, tout était en ordre et l'admission a été très rapide. Enfin, le 10 janvier, à peine arrivé dans la chambre, je reçois un nouveau message m'invitant à remplir un formulaire de consentement puisque je bénéficie d'une chambre seule. Ces multiples sollicitations, sans aucune explication, frisant le harcèlement, sont de nature à placer le patient en situation d'interrogation, d'insécurité, alors qu'on peut s'interroger sur leur utilité puisque, même si on ne répond pas, les choses se font normalement grâce à l'efficacité de vos services. L'envoi d'un message juste avant l'intervention au bloc est très malvenu, car c'est un moment où le patient se sent un peu fragilisé et concentré sur son intervention. Enfin, je voudrais savoir si c'est bien le CH Lannion qui procède ainsi ou si c'est la conciergerie. Dans ce dernier cas, je précise qu'il ne m'a jamais été demandé mon accord pour transmettre mes données personnelles à un organisme extérieur à l'hôpital. Donc là, le service dont parle la dame, c'est le service qui est à l'intérieur et qui s'appelle Hôpital. Hôpital Joyeux. Voilà. Mais en réalité, la gestion des chambres particulières se fait via votre complémentaire santé. Et il semblerait que ce qui est prélevé sur votre complémentaire santé ne soit pas réellement à la hauteur de ce qui est dépensé par l'hôpital. Donc ça, c'est une affaire à suivre. Vous pouvez surfer sur Internet et vous trouverez de nombreux témoignages sur ce sujet. Mais c'est bien là la preuve, encore une fois, que on oblige les hôpitaux pour financer l'hôpital, mais aussi pour apporter
des investissements très juteux à des sociétés privées, puisque cette société-là, c'était une start-up au départ, et elle a été rachetée en septembre par le groupe La Poste. Et donc, c'est un détournement de vos cotisations via les complémentaires santé, sans que vous vous en rendiez compte. Et ceci explique pourquoi vos complémentaires santé augmentent de 5% cette année, voire plus. Voilà, donc ça c'est un autre témoignage. S'il y en a d'autres qui veulent intervenir, s'il y a des élus, parce que je sais qu'il y a des représentants de certaines communes là, je passe le micro. Où ils sont les élus? Où ils sont? Qui peuvent aussi apporter le soutien à notre moratoire pour faire bouger tous leurs collègues de la com d'Aglo. Salut. Salut François. Sinon, parallèlement, on vous dit aussi que plus on est nombreux, plus vous avez, plus on a d'adhérents, puisque c'est le nerf de la guerre. Oui. Marie Je est vais là, voir, oui, ça je vais le lire, tape, mais et puis, comme il y vous avez avait pu le remarquer, quelqu'un qui on a devait enfin intervenir aussi. réussi à se créer un logo, Mais donc nos parce que- autocollants qui sont, Ou alors je l'envoie sur ton téléphone. sont disponibles et qui sont pour une fois à durée indéterminée pour coller sur vos pare-brises et résisteront à la pluie.